Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le point lecture de janvier, le premier point lecture de l'année. Alors, petit aparté, tout petit. Bonjour aux nouveaux arrivants. J'espère que vous aimerez cette chaîne. J'espère que ce que je propose vous plaira. On verra bien. Comme la bannière l'indique, c'est assez éclectique et je n'ai pas la langue dans ma poche. Donc voilà. Et ensuite, je sais que j'avais annoncé la vidéo des 10 personnalités, enfin des personnages dans les romans que j'aurais aimé épouser, fréquenter. Voilà. Voilà, je l'ai faite. Elle était parfaite. Et en fait, la vidéo a planté. Voilà. J'étais incapable de récupérer la base, je n'ai pas pu récupérer l'audio et je ne me sentais pas de la refaire parce que comme, je l'explique Pauline, vous avez vraiment, mais vous qui avez l'habitude, vous le voyez, je ne fais qu'une prise. Voilà, comme à la radio, comme au podcast. Et je ne refais pas, je ne monte pas, c'est-à-dire je ne coupe pas. Alors je sais qu'il y en a certains qui font ça et j'adore quand c'est fait chez les autres, les montages dynamiques où c'est coupé bien comme il faut, où il n'y a pas de longueur, où il n'y a pas de pendant 10 minutes. Bah ouais, mais bon, voilà. Dès le début, moi, j'ai décidé que mes vidéos étaient comme du live et je les refais pas. Voilà. Et là, je me sentais pas de les refaire. Alors, il reviendra, le thématique des 10 personnages des romans que j'aime, que je voudrais épouser ou autre, ou avoir comme copain, comme cochon, reviendra. Mais bon, voilà, j'avais déjà prévu celui de février parce que c'est la Saint-Valentin, enfin, c'est le mois de février, et que j'avais prévu un truc un peu plus sympa. Donc, je ferai cette vidéo, mais je ne sais pas quand. Voilà. À l'inspiration, parce que là, j'ai vraiment bien les glandes. Autre chose, j'ai la voix qui dégage. Alors, je vous le dis, il y aura des variations dans ma voix, mais tous les mois de janvier, début février, j'ai la voix qui déraille, et je le sens, elle déraille bien là aujourd'hui. Donc, j'ai fait au mieux, j'ai mis le micro le plus près possible de ma petite bouche pour que vous ayez le meilleur son possible. Mais je suis désolée si tout d'un coup ça déraille, c'est pas ma faute, c'est lui. Alors, point lecture de l'année. Alors, premier point lecture, je dois avouer, je vous le dis, je vais vous les montrer. Je n'ai pas énormément lu. Il y en a qui vont me dire oui, enfin quand même. Je n'ai pas énormément lu parce que, comme je l'ai expliqué, au mois de janvier, c'est le mois qui précède la sortie de mon roman, comme tous les 2 février. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai lu pour le mois. Voilà, 5 livres. C'est pas mal. C'est mauvais? Non, c'est bien. Ça précède la sortie de mon roman, donc du coup, je fais des petites choses quand même, voilà. Et je faisais une lecture commune tout le mois de janvier, donc de mon roman, bien sûr. Donc voilà, voilà, c'est les 2 mois, décembre où je suis le Black November, où je suis un peu, je préférerais faire autre chose. Et janvier où je fais que d'écouter de la musique le matin dans le bus pour me... Et pré-sortie de mon roman et de tout ce que j'ai à faire. Voilà, donc c'est le seul mois de l'année où je lis moins. Voilà. Je vous présente tout de suite par ordre de lecture les bouquins que j'ai lus donc au mois de janvier. Donc le premier est la 10e muse d'Alexandra Kozelik aux éditions Aux Forges de Vulcain, qui m'a été envoyé gracieusement par l'éditeur. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'est un service de presse. Donc, en fait, j'avais adoré, enfin, ceux qui le savent et qui ont vu la vidéo des 10 meilleurs romans de 2020 que j'ai faite et que je vous insérerai quelque part. Alexandra Kozelik et son À crier dans les ruines était le numéro 1. Voilà, donc quand j'ai vu que son 2e roman sortait toujours aux Forges, je me suis dit, oh, ça va être sympa. J'ai gentiment demandé à l'éditeur en lui disant, est-ce que vous accepteriez un roman, machin, un service de presse, bon, voilà. Il m'a dit très gentiment, mais oui, bien sûr, Lisa, pas de problème. Voilà, donc je l'ai commencé le 1er janvier. J'ai joué le jeu, il sortait le 15 janvier. Donc, nous sommes en présence de Florent. Ah oui, alors, je tenais quand même à le dire avant. J'ai eu la chance d'assister à une rencontre virtuelle, bien évidemment, en ces temps qui courent, entre l'auteur et des lecteurs, qui était organisée par Anthony de la chaîne Varions les éditions en live, que vous pouvez retrouver sur Instagram avec VLEEL, ou alors le serial lecteur Lictalope, sur Instagram aussi, qui a organisé ça très très bien et de main de maître, qui nous a permis de discuter avec Alexandra et avec l'éditeur aussi. Donc voilà, c'est le genre de choses qui est vraiment agréable à faire quand on est un lecteur. Je dis ça
pour la bonne cause, dans le sens où, comme je suis aussi un auteur, je sais que c'est très agréable de discuter de son roman qui sort avec des lecteurs. Donc voilà, j'ai fait double. Voilà. Nous sommes avec Florent qui est toujours sous le coup de la perte de son papa et qui accompagne au cimetière le père Lachaise, son ami, son meilleur ami, Philippe. Bon, pélégrination, machin, etc. Il va tomber, littéralement, sur la tombe de Guillaume Apollinaire et va rapporter à la maison un petit bout de bois. Voilà. Et de par là, il va sentir, ressentir, humer, vivre, on va dire. Bref, il va faire tout ce qu'il faut pour être dans la peau, enfin en tous les cas, il va ressentir la présence de Guillaume Apollinaire. Donc il va commencer à évoquer les muses d'Apollinaire, alors ça, ou les amis, donc ça va passer de Marie Laurencin à Lou, hein, en passant par l'ami Picasso. Et petit à petit, il se pose la question de savoir si tout ça c'est réel ou irréel. Est-ce qu'il le rêve? Est-ce qu'il le vit vraiment? Est-ce que Guy, ce Guillaume Apollinaire, Guy, comme l'appelaient ses amis, l'amant, l'ami, le torturé, le hanté, le poète, le grand amoureux, est véritablement là? Ou est-ce que il commence à perdre la boulette, quoi. Voilà. Donc c'est un roman qui est à la fois plein de poésie, plein d'amour, alors quelle que soit la définition de l'amour, qui a aussi cette touche imperspective de magie, cette impossibilité d'expliquer ce qui se passe. Et il y a cette référence à la nature. Alors, Alexandra Kozelik, c'est un de ses thèmes favoris aussi, la nature, puisqu'il était très présent dans Crier dans les ruines. Il est aussi présent là, on le voit aussi un peu sur la couverture. C'est un thème qui est très présent dans son écriture, une écriture qui est toujours ciselée, très bien faite. Alors, c'est des textes qui sont toujours... Alors, je vais essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire. Ça va être compliqué ce que je vais essayer de vous faire dire là. Bref, Alexandra Kozelik est un auteur qui a un style, et ne le prenez pas au pied de la lettre, qui a un style d'écriture simple, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'aller chercher Universalis ou le Larousse ou le Petit Robert pour comprendre ce qu'elle écrit. Simplement, c'est quelqu'un qui a une écriture haut niveau et qui a beaucoup de références. Et si vous manquez de références, ce livre-là peut peut-être vous paraître ardu ou peut-être vous paraître un peu difficile à la lecture, à la compréhension, alors que c'est d'une simplicité enfantine, enfin entre guillemets, quand vous avez les références. Alors tout le monde a entendu parler de Guillaume Apollinaire, mais cette touche de magie, d'irréel, de folie peut-être, l'amour, l'amitié qui se mêlent au travers des réflexions de ces muses, et peut-être que Florent est la 10e muse ou une muse d'Apollinaire, ou peut-être juste que Apollinaire est rentré dans son esprit et dans son âme, et on sent la touche de l'âme du poète nous toucher aussi, hein. Enfin, en tous les cas, c'est moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre empreint de beauté, de magie, d'amour, d'amitié, et cette espèce d'irréalité, quelque chose intangible qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qui est un peu compliqué à définir, un peu comme était aussi ce lien indéfectible à Crier dans les ruines. Elle a quand même cette magie dans la plume de pouvoir faire ressentir des émotions, des choses qui sont pas tangibles. Voilà, on peut pas toucher ça, donc c'est un peu compliqué d'expliquer, mais c'est vraiment un très très joli livre, à la 10e muse de Alexandra Kozelik aux Forges du Vulcain. Je remercie encore l'auteur et l'éditeur. Franchement, voilà, ça fait partie des livres. Voilà. Il y en a qui sont en train de se dire, ça y est, on va encore le retrouver dans le top 21. J'ai rien dit, hein. Je peux rien dire. De toute façon, je vous ai dit que je ne disais plus rien parce que tout le monde m'a dit ah ouais, mais à chaque fois, on sait qu'on va les retrouver. Ben non, justement, cette année, vous allez avoir beaucoup de mal à savoir ce que je vais mettre. Voilà, voilà. Surtout que cette année, comme on est 21, j'ai décidé de faire 11. Je ne suis pas normale. Voilà. Donc, je ferai 11 plus 1 ou 2, ça dépendra. Voilà, la fille qui n'est pas du tout logique, hein. Autre livre.
Ça s'appelle Les Simples de Yannick Granek, donc c'est chez Pocket. C'est un livre que j'avais repéré depuis, enfin quand il est sorti en grand format, et je m'étais dit, oh, je vais le lire, parce que le résumé me semblait être, comment dire, exactement ce que j'aime bien dans certaines littératures. Ça me faisait penser un peu à du Carole Martinez, euh, toute raison gardée bien sûr, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un couvent avec voilà, des luttes alors internes au couvent, externes parce que c'est encore les guerres de religion en France, la guerre de pouvoir ecclésiastique, puisque en fait ce couvent pratique en fait la médecine par les plantes et jouit d'un arrêté royal qui, parce qu'il y en a une qui a sauvé un peu les fesses du roi, a le droit de vendre ses plantes, etc. Et du coup, de retirer de l'argent. Donc, le couvent, voilà, il attire les convoitises, évidemment, de l'archevêché, voilà, qui va envoyer, en fait, un évêque et un jeune vicaire dans ce couvent. Et alors là, on appelle ça mettre le loup dans la bergerie, hein, en gros, puisque le jeune vicaire va tomber follement amoureux, c'est le coup de foudre d'une jeune novice, Gabrielle, qui est non moins que la fille d'un noble du coin. Alors, il y a aussi dans ce livre des luttes de famille, c'est-à-dire qu'il y a cette guerre de religion, mais il y a des luttes de famille, de pouvoir, de seigneurs du coin qui ne s'aiment pas trop. L'abbesse sort d'une famille huguenote, la mère du vicaire, elle n'est pas piquée des hannetons, elle se tape l'évêque, mais elle essaye aussi de manœuvrer assez bien. Donc, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a aussi une description des couvents, de pourquoi plus ou moins les femmes se retrouvaient là. Alors, c'était par vocation, bien sûr, mais aussi parce que, en gros, elle était ou laide, ou moche, ou complètement idiote, et on la mettait là pour éviter que l'arbre généalogique soit fané, ou parmi les personnes qui étaient moins aisées, c'était parce que ça faisait une bouche à nourrir de moins dans la famille. Et avec tout ça, qu'est-ce que vous voulez écouter l'appel de Dieu, hein. Bon, bref. Donc, tout ça va avoir un impact, c'est-à-dire que le jeune vicaire va avoir un accident, il va être récupéré à l'infirmerie du couvent, ils vont le soigner et sa perspective va changer, non seulement sa vue sur la novice, mais en plus sa perception sur ses sœurs qui font état de ces plantes médicinales que sont les simples. On vous explique tout ça là. Alors, toute cette partie, on va dire 3/4 du roman, toute cette partie petite lutte, plantes, médecine, avarice, envie, enfin bref, vous avez les 7 péchés capitaux rien que entre le couvent et l'évêque et le vicaire, sans compter ceux qui sont à côté. Mais voilà, pendant 3/4 du roman, vous êtes dans cette ambiance-là. Alors ça peut paraître quelquefois un peu longué sur certaines descriptions, mais en gros, voilà, c'est vraiment bien. Et puis tout d'un coup, vous avez un inquisiteur qui débarque. Et alors là, ça part en cacahuète. Le roman est en fait scindé à ce moment-là. Ça part en live. C'est la folie furieuse partout. Alors dans le couvent, à l'extérieur, etc. Et alors moi, cette partie m'a beaucoup moins intéressée. Et je dois avouer que l'auteur m'a laissé sur la faim. Et j'avais vraiment... je sais pas comment expliquer. J'avais vraiment hâte d'en finir. C'est fou quand même aux 3/4, j'avais envie de... Voilà. Je me suis dit, ah mince, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Alors peut-être que ce côté un peu hystérie tout d'un coup, inquisition, hystérie, moi je m'attendais à un roman beaucoup plus... alors vous allez me dire, ouais, Le nom de la rose, machin. Non, peut-être pas. Ou peut-être, comme je disais, Carole Martinez, peut-être pas. Mais voilà, comme c'était parti, je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait se finir. Alors, pas en apothéose, style avec des guimauves, hein, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, je pensais qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et là, voilà. Donc, l'auteur, Yannick Granek, Les Simples, c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire. Mais je vous dis, aux 3/4, elle m'a perdue.
Voilà, c'est vraiment dommage parce que ce côté, les plantes, les potions, les onguents, toute cette rivalité à l'intérieur du couvent entre les maris qui sont des nobles pour la plupart et donc qui ont des postes à responsabilité, les martes qui sont un peu les chevilles ouvrières, les petites fourmis là, qui viennent de la pauvreté, enfin en tous les cas des paysans ou de la classe plus basse. Je trouvais que c'était vachement bien avec cette espèce de cupidité de l'évêque et de la mère du vicaire, et le vicaire qui nous fait une illumination, là. Je trouvais que c'était vachement bien. Et là, voilà. Voilà. Donc, ça fait partie des livres que j'ai lus, que j'ai agréablement eu plaisir à lire, mais qui m'ont paumé. Donc, c'est peut-être un peu trop développé par moment, pas assez à d'autres. Voilà, voilà. Donc, c'était après Alexandra Kozelik et la 10e muse, qui était une belle lecture. Bah, voilà, je me suis dit, ah, bon. Donc j'ai pris celui que j'estimais pouvoir relever le niveau. J'aime beaucoup l'acteur, j'aime beaucoup le metteur en scène, j'avais adoré sa pièce dans un théâtre Edmond que j'avais vu, j'ai vu le film qu'il en a tiré, etc. Je trouve que c'est quelqu'un qui a du panache, un peu comme Cyrano ou comme Rostand, bref, si vous voulez. Et donc, j'avais vu qu'il avait sorti ce livre-là, Loin, donc c'est Alexis Michalik dont je parle, c'est aux éditions Albert Michel. J'avais vu qu'il avait sorti son premier roman et que j'avais eu envie de le lire au moment de la sortie, mais bon, vous connaissez l'histoire, on en a plein. On se dit, oh, celui-là, je veux le lire, mais je vais prendre celui-là. Et donc, l'un dans l'autre, il est un peu passé à la trappe. Bref. Et j'ai eu l'occasion de l'acheter, donc je me suis dit, en d'occasion, donc je me suis dit, oh, voilà, je vais le lire. Alors, on part sur l'histoire d'Antoine, qui est un cadre modèle. C'est un garçon, comment dire, il n'a rien qui dépasse, le gars. Voilà, il est bon copain, bon fils, bon camarade, bon collègue de travail, c'est un cadre modèle, il est fiancé avec une fille qui ne vise que la perfection. Visiblement, ça ne l'angoisse pas des masses, il se laisse un peu faire comme un toutou, mais tout va bien. Bref, c'est le garçon lisse qui me gonflerait très vite, je dois dire. Et son copain, son meilleur ami, qui est un franco-africain, est l'opposé de Antoine. Alors, lui, Laurent, c'est carrément sexe, drogue et rock'n'roll. Le mec sur qui vous lui dites on part un week-end à Rome, il vous amène en Autriche. Donc voilà, au dépoté, sans vous dire quoi que ce soit. Super. En fait, le point de départ de ce roman est l'arrivée, 25 ans après, d'une carte postale, puisque Antoine a attendu son papa, mais son papa est parti un matin et il n'est jamais revenu. Et la poste avait perdu un courrier qu'elle a réacheminé. Et ils sont toujours aussi bons. Et donc, le timbre et le cachet font état d'une ville en Autriche. Alors, Antoine est un peu stupéfait de cette nouvelle. Ah, mon père n'est pas mort, il est vivant. Et Laurent décide de partir, puisqu'il devait faire un week-end à Londres, en fait, pour enterrer la vie de garçon d'Antoine. Et en fait, Laurent, il le balance en Autriche. Et ils sont rejoints par Anna, la petite sœur un peu délurée, un peu qui n'a pas froid aux yeux et ailleurs d'ailleurs, de Antoine, pour des circonstances atténuantes, vous le saurez après. Et les trois, là, un peu pieds nickelés, vont partir en Autriche sur la trace de Papounet. Voilà. Et de là, ça va être un tourbillon, on va dire, un espèce de road trip généalogique où entre histoire, généalogie, romanesque, etc., ça va partir partout. Alors, ça part de l'Allemagne nazie à la Turquie, de l'Arménie à la Nouvelle-Calédonie, en Afrique aussi, à un moment donné. Bref, les trois personnages vont de découverte généalogique et familiale en découverte généalogique et familiale. Le nom qu'on pensait être acquis n'est pas forcément le bon. Bref, les secrets de famille se déterrent à l'appel par bateau entier. Alors, c'est une écriture que j'ai trouvée très enlevée. C'est très imagé. Moi, je trouve que ça se ressent puisque, en fait, il pourrait tirer une pièce, un vaudeville exceptionnel de ce livre-là. Même une série, ça sera assez drôle d'ailleurs. Alors, ce qui passe en série et en pièce de théâtre peut moins passer pour moi en livre, puisque en fait, je ne l'ai pas trouvé si révolutionnaire que ça. J'ai bien aimé le style, ça se lit vite, c'est facile, c'est drôle, c'est imagé, etc. Il y a des dialogues percutants et qui ne sont
comment dire, bah, qui sont modernes, hein, voilà, c'est pas homme poulet, hein, oh là, ça, voilà, c'est un peu du style très très vraie vie, hein, donc si vous êtes un peu outré par les termes un peu châtiés, on va dire, calmez-vous. Pourtant, à mi-parcours, eh ben, moi j'ai été lassée de ce tourbillon-là. Je trouvais que trop, c'était trop, que bien sûr que tout le monde a des milliers d'ancêtres. Hein. Enfin, déjà, premièrement, moi, si je commence à faire les 5 dernières générations, je suis dans la merde. Bien sûr que si vous voulez rentrer tous vos ancêtres sur 1000 ans, bah, ça ne tiendra pas dans un cahier avec des petits garrots écrits tout petits, machin, c'est impossible. Et voilà, ce côté hasard, rencontre, découverte hasardeuse, tourbillon, et vas-y que je cours dans tous les sens, etc. Ça m'a... j'ai trouvé que trop, c'était trop. Voilà, 600 pages sur ce truc-là. Alors bien sûr, c'est d'un tourbillon à un autre, ça, c'est un page turner, hein, donc vous n'allez pas vous ennuyer 5 secondes. Mais pour moi, au bout d'un moment, ça m'a lassé. En plus, je n'ai pas trouvé très attachant les personnages. Peut-être un peu plus Laurent. Anna, voilà, j'ai senti venir la fin à 20 km. Anna est forcément un peu délurée, ça peut être sympa, mais c'est sympa 2 minutes, mais après ça passe. Je pense qu'Antoine est trop lisse, même quand il se dévergonde un peu, il est pas drôle. Voilà, donc les personnages sont un peu stéréotypés. Je pense que c'est aussi la volonté de l'auteur, hein, je suppose. Enfin, ça, c'est mon avis perso. C'est comme ça que je l'aurais monté, je pense. Mais voilà, à un moment donné, il m'en fallait un peu plus. Il me fallait un peu plus comment dire. Je suis un peu comme le petit poussé, vous savez, il me fallait un tout petit peu plus de petits cailloux pour ma pâtée, et là, il n'y avait pas assez de cailloux. Voilà. Donc, c'était une lecture sympathique, mais comme les simples, ben voilà, les simples, c'est aux 3/4. Là, ça a été à la moitié où j'ai commencé déjà à me lasser, j'avais vraiment envie de finir. Donc, ça s'appelle Loin de Alexis Michalik. Si vous aimez, vous, les road trips, tourbillons sur les histoires de famille, la généalogie, les machins, l'historique et tout, ça va vous plaire, passer d'un pays à l'autre, n'importe comment. Des fois, c'est du délire, mais ça se tient. Mais moi, ça me tient ça sur une série ou sur une pièce de théâtre. Sur un roman, il faut que ça soit beaucoup plus... voilà. Et là, donc, c'était le deuxième. Voilà. Donc, je me suis dit, ah, alors là, tu parles très mal, hein, parce que un très bon, un bon mais et un bon mais. Je me suis dit, ah là là, les 2 derniers, parce qu'entre-temps, magie du système, la poste, je sens que je vais me faire taper sur les doigts, mais j'en ai rien à faire. La Poste a retrouvé le poisson mouillé. Non. Alors, si vous avez vu les autres vidéos, notamment The Black November ou celui de décembre, j'avais commandé au mois de novembre, début novembre, je signale, le poisson mouillé, qui est le premier épisode de la saga de Geronhardt. Donc, certains connaissent par rapport à la série Babylone Berlin. Moi aussi, par la même occasion, hein, je suis honnête, je l'ai connu par la série et j'ai voulu lire les livres de Volker Kutscher, donc je le montre, hein, le poisson mouillé. Donc là, c'est au seuil. Et j'avais trouvé le poisson. Donc je m'étais dit, oh, le poisson premier. Donc j'avais pris le poisson mouillé et La mort muette, qui est le deuxième tome. Et La mort muette est arrivée, jamais le poisson mouillé. Ils m'ont paumé le truc, je sais pas. Enfin bref, ils n'ont jamais distribué le papillon de passage, ou alors ils l'ont paumé carrément, j'en sais rien. Donc j'étais un peu énervée, mais je l'ai retrouvé d'occasion. Donc je me suis dit, vas-y, retente encore le coup. Au début décembre, je me suis dit, bon, quand même, là, bon, ouf. Il y a quelqu'un qui a dû adorer l'avoir amené à Noël, hein, mon poisson mouillé. Donc je me suis dit, bon, tant pis. Et il ne réapparaissait pas sur les livres d'occasion, parce qu'en fait, il est très difficile à trouver. Enfin, il est facile à trouver en audible, mais moi, je n'écoute pas les livres. J'ai désespéré. Et début janvier, là, vraiment début, 2 ou 3 janvier, je le trouve sur un site d'occasion sur lequel j'ai l'habitude d'acheter. Et alors là, le truc, il n'était pas d'occasion. Il était au prix fort, hein, parce qu'en fait, il est à 21,50 €. Moi, je l'ai payé à 19 €, donc sans frais de port, soit, mais bon, voilà, presque plein pot. Je lui dis, ah non, 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 je veux le poisson mouillé. Et là, je me suis dit, vas-y, tu l'auras jamais. Donc, au bout de 10 jours, je me suis dit, oh, c'est pas vrai, il apparaît pas, le truc. Et miracle, je croise le facteur des colis un samedi matin et j'y me vois. Et je sais pas, il a dû se dire,
J'ai quelque chose pour elle, en fait, je crois. Et il me regarde, il me dit: «Oh, j'ai un colis pour vous, mais vous n'étiez pas chez vous. Et d'après toi, d'où je sors, crétinos?» Parce qu'en fait, il était pratiquement devant mon immeuble. Et je lui dis: «Mais vous n'avez pas sonné?» Il me dit: «Mais si». Je dis: «Ah bah non». Il me dit: «Si, j'ai sonné, j'ai attendu 5 minutes, vous n'êtes pas descendu». Je dis: «Bah, vous êtes mignon, mais peut-être que...» Enfin, j'ai pas osé lui dire: «Il faut quand même que je remette ma culotte, hein, avant de descendre». Mais je lui ai pas dit. Je dis: «Bah oui, mais si vous me laissez que 5 minutes pour descendre, excusez-moi, bon, on peut être pas vraiment habillé pour descendre dans les coursives d'un immeuble, hein, donc je vais peut-être pas descendre le cul à l'air». Donc il me dit: «Ah bah oui, mais j'ai un truc pour...» Il me tend le papillon. Je dis: «Il se fout de ma gueule». Et il m'a donné le papillon. Il démarre la voiture, il se casse. Je dis: «Non, mais il se fout de moi». Donc je suis allée à la poste le chercher avec mon papillon. J'avais le papillon, hein, mais je savais qu'il y avait le poisson. Donc j'ai trouvé le poisson. Elle est contente, Lisa. Ça se voit, hein, que j'ai... Voilà, donc on se calme. Donc j'ai trouvé le poisson. Donc évidemment, je lis le tome 1 avant de lire le tome 3, puisque j'ai lu déjà le tome 2. Alors, le tome 1 est à Berlin, donc dans les années 29, à l'année 29. Nous sommes en présence de Gerhard qui vient d'arriver à Berlin au Meurs, au commissariat général de Berlin, parce qu'en fait, il a commis une faute à Cologne dans sa ville de naissance. Alors, on apprend en filigrane qu'il a tué quelqu'un. Alors, on ne sait pas si c'est volontaire, pas volontaire, enfin, ça vous verrez. Et il est affecté aux Meurs, surtout parce que Papounet est un mec très très connu et qui connaît pratiquement tous les politiques de l'Allemagne. Il n'empêche que Gerhard est un très bon enquêteur et que dès ses premiers jours, il va tomber sur un Russe dans son appartement qui va fuir. Et ce mec va être retrouvé mort quelques jours plus tard. Alors évidemment, il est censé être aux Meurs, je vous rappelle, donc pas du tout enquêteur ou à la crime. Mais ben, lui, il était à la crime à Cologne, donc il dit allez, vas-y, j'enquête. Et alors, il a le don, ce garçon, alors qui a le charisme véritablement du genre de type que vous allez... Enfin voilà, d'enquêteurs, de policiers qui sied bien au teint de Lisa. Surtout qu'en plus, Berlin, 1929, vous imaginez bien que Lisa, bah, voilà, c'est exactement la période d'histoire que j'aime, hein. Et il va croiser Charlotte Ritter, qui est pour l'instant, en tous les cas, la sténo de la crime, qui est une jolie jeune femme, très libre, qui veut être juriste, qui veut être une des premières femmes de la police allemande, et qui travaille pour. Voilà. Donc, va se nouer, alors ça c'est le fil rouge de pratiquement toute la série, va se nouer une histoire d'amour assez chaotique entre les deux personnages, chose qui n'est pas dans la série. Alors, je le rappelle, c'est librement inspiré, hein, la série, parce que les enquêtes sont exactement les mêmes, puisque maintenant j'ai lu les 3 premiers tomes, donc je sais que les enquêtes sont pratiquement identiques, mais les relations personnelles des personnages, le passé des personnages est assez différent. Je pense qu'il a été adapté pour une série télévisée, puisque Charlotte Ritter dans la série Babylon Berlin est plus sa copine, sa collaboratrice, etc. Alors que là, c'est franchement sa petite amie. En tous les cas, sa compagne de lit à un moment donné, puis sa petite amie. Et que Gerhard n'est pas si blanc que ça. Alors, ça se voit dans la série, mais il n'est pas si blanc que ça. Il a des méthodes qui ne sont pas catholiques et il a une tendance naturelle à se mettre au milieu d'un nid de guêpes et vraiment de quoi se prendre une balle tout seul, hein, voir qu'il fait quand même des actions pas très recommandables dans Le Poisson mouillé, hein, pour un flic, voilà. Il n'est pas blanc comme neige. Il a un passé assez turbulent entre un frère qui est exilé aux États-Unis depuis 30 ans, un père qui est... une sœur qui est pratiquement, enfin qui l'adore mais qui ne voit jamais, et un frère qui est mort au combat dans les années 14-18 et qui est vénéré par Papounet. Voilà, il a du lourd passé, Charlotte Ritter aussi, et autour c'est un panier de crabes, hein. Alors entre flics véreux, montée du nazisme, les SA qui sont au milieu, les communistes qui déboulent un peu comme ils veulent en banderole, etc. Le système, la République de Weimar et le système politique allemand de ces années-là qui se prend la crise de 29 en plein dans la tête et qui s'effondre petit à petit, enfin qui s'émiette, et on sent bien que ça s'émiette doucement, et on le sent encore plus dans La mort muette, le 2 qui se passe en 1930, et je vous expliquerai pour le 3 qui est en 31, donc là c'est carrément la montée. Moi j'adore ce commissaire.
C'est un personnage, comme je vous dis, qui est ni blanc ni noir, qui a beaucoup de charisme, qui, je pense, est très bien interprété par l'acteur allemand dans Babylone Berlin, parce qu'il est aussi charmant que ce qui peut être hanté par ses démons, mais du coup, bah, vous avez envie de lui sauter dessus très régulièrement. Je pense que je comprends assez Charlotte, là. Bref, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est des petites pavasses hein, à chaque fois. La mort muette est quelque part par là, là, le truc noir. Ah oui, alors vous avez vu, j'ai tout descendu. C'est le général Hux qui est content. Voilà, parce que maintenant il peut faire des câlins avec Hector. Hector était trop haut et là il est copain comme cochon avec Hector. Donc voilà. Donc j'ai tout descendu, donc je vais pouvoir remonter les piles. Voilà, c'est comme la mort muette, c'est vraiment un commissaire de police que j'aime beaucoup, un personnage qui, euh, qui a tous les atouts pour que, voilà, et puis en plus la période me sied au teint, hein, voilà, voilà, Berlin, les années 30. Voilà. Super, voilà, voilà. Quand je vous dis que je suis pas née dans les bonnes années, moi, peut-être pas à Berlin, mais c'est un temps 30 quand même, pas des masses. Mais bon, bref, on verra. Et dernier, évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait, Elisa? Eh ben, elle a acheté le 3. Voilà, c'est Goldstein. Alors, Goldstein, comme dirait le héros Abraham Goldstein, hein, l'américain gangster qui arrive de New York, de Brooklyn, hein, pas exactement, puisqu'il l'a dit 3 fois, enfin plusieurs fois. Donc, toujours de Volker Kutscher. Cette fois-ci, c'est aux éditions Le Point, donc c'est quand même un petit truc, hein, il est tout petit. Aussi, donc, enfin, celui-là, il est gros parce que, bon, voilà, c'est écrit gros, puis c'est grand format. Là, c'est écrit, voilà. Oui, alors j'ai mis mon marque-page parce qu'il y a un endroit que je veux faire lire à quelqu'un. Oui, bah oui, ça m'arrive. Donc là, on part sur la troisième enquête. Donc on est passé en 1931. Je vous rappelle que la mort muette est en 30, donc du coup on a fait un machin. Les violences montantes sont de plus en plus visibles entre les communistes et la SA, et la SA ne se gêne plus du tout avec les jeunesses hitlériennes pour chasser les juifs et ne pas se louper sur n'importe quelle possibilité de pouvoir les clouer au pilori. La République de Weimar prend l'eau de toutes parts. La crise économique a laissé des millions de personnes sur le carreau. Et nous sommes là avec, un an après, à peu près, Gerhard qui s'est pris une sanction disciplinaire, entre guillemets, et qui va être affecté un peu comme une punition à la surveillance d'un gangster, d'un tueur à gages américain, Abraham Goldstein, donc Goldstein pour lui, mais pour Stein pour Gerhard, qui va arriver à Berlin. Alors voilà, issu de la communauté des Juifs de New York, Brooklyn, vous imaginez bien dans le Berlin de 1931. Non, mais lui, il arrive pile poil, hein, voilà. Et les Allemands vont, enfin le commissaire divisionnaire, etc., va dire à Rat, écoute, mon lapin, tu vas lui coller au basque. Donc, ce qu'il va faire. Et de l'autre côté, Charlotte, qui a réussi, non sans mal, à récupérer la possibilité d'être juriste, travaille dans un cabinet de juristes, voilà, et elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Alex, qui, elle, en fait, ouvre le roman, c'est-à-dire qu'Alex et Benny sont des petits voleurs à la tire et ils travaillent pour un petit revendeur un peu mafieux de Berlin. Et ils vont aller dans un grand magasin très connu et pour voler. Et en fait, ils restent les nuits pour se servir et partir au petit matin pour se faire voir. Et ce jour-là, ils sont, ce qu'on comprend assez vite, dénoncés par quelqu'un et la police débarque. Alex part, mais Benny se réfugie sur une corniche et d'où elle voit clairement le policier marcher sur les mains de Benny pour pouvoir le faire décrocher. Ce qui arrive, et donc Benny meurt. Et elle se cache. Et le point de départ, c'est que les enquêtes vont s'entrecroiser. Puisque d'un côté, il y a ces flics véreux qui ont quand même tué un gamin et qui sont affiliés à certaines mouvances pas très catholiques.
pour le moins qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, ce tueur à gages, Abe Goldstein, qui arrive à Berlin pour visiblement honorer un contrat. Hein, c'est pas uniquement pour faire du gringue à la femme de chambre. Oui, il fait du gringue à la femme de chambre dès le début. Alors, si vous avez l'image, moi j'ai eu l'image, je vous assure, voilà, toute relation avec une personne existée ou ayant existé serait purement fortuite. Hein, Walker Kutcher, il a écrit il y a très longtemps quand même. Et donc, j'ai trouvé que cette enquête était vraiment très addictive parce que bien sûr que les méthodes de Rat sont toujours pas catholiques. Hein. Oui, j'ai toujours mes allergies, je suis désolée, mais ça s'améliore pas. Hein. J'ai beau prendre un antihistaminique, c'est une catastrophe. Alors, il y a beaucoup de personnages. Il y a des personnages, il y a des chapitres très 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 courts sur la perspective d'un personnage, la visu d'un personnage qui parle, qui explique un peu. Il y a beaucoup de descriptions quand il file Goldstein un peu dans les rues de Berlin. Alors moi qui suis une calamité en allemand, je peux vous assurer que j'ai buté pratiquement sur toutes les rues et les ruelles. C'est une catastrophe. Je suis, voilà, à part Strasse, moi je suis une daube en allemand. Donc du coup, bon, je l'ai fait comme j'ai pu. Alors, je vous dis même pas, je n'ai même pas l'audace ni, enfin j'ai honte de pouvoir vous citer ne serait-ce qu'une rue allemande parce que je le prononcerai à n'importe comment. Mais voilà, j'ai été happée par ce roman parce que je me suis prise d'affection pour Geron Hart, pour certains de ses collègues, pour ses méthodes peu orthodoxes, sa relation avec Charlotte Ritter, elle-même, qui est une fille assez impressionnante et assez passionnante à suivre, qui a quand même son caractère, qui l'envoie bouler, mais alors à un point, c'est pas possible. Et le Berlin des années 30, surtout 1931, est quand même une charnière assez importante. Et alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir une agrégation en histoire et en nazisme, hein, ni en Troisième Reich pour capter ça. Mais c'est un peu comme Philippe Kerr, etc. C'est des romans sur... Alors, ils ont intitulé ça une enquête berlinoise. Ça m'énerve. Je vous le dis tout de suite parce que ça me fait penser beaucoup à la trilogie berlinoise de Kerr. Et du coup, ça peut prêter à confusion les lecteurs parce que c'est pas du tout le même style. Mais enfin, c'est la même période, la même ambiance. Hein, on va pas... Voilà, il n'y avait pas les extraterrestres sur les autres. Hein. Mais voilà, les policiers sont différents et moi, j'aime beaucoup les personnages qu'il a fait, l'ambiance, ce côté un peu où on ne sait pas où on met les pieds, où les personnes ne sont pas rectilignes. Et moi, j'aime les personnages quand les personnages ne sont pas droits. Voilà, donc, enfin, pas droits, c'est pas un truc, voilà, mais c'est un truc, celui-ci est, je pense, des trois, celui qui est le plus difficile à lâcher. Alors bien sûr, certains trouveront que c'est un peu long dans les descriptions quand il y a eu filature, mais moi, j'ai pas trouvé. Après, chacun, je connais quelqu'un qui l'a lu et qui m'a dit, ouais, c'est long, il y a des trucs qui sont un peu longs, j'ai passé des pages de description, etc. Bon, bah, tu as le droit, de toute façon, après, s'il décrit une voiture sur une rue, vous n'êtes pas obligé de lire la description de la voiture au millimètre près, si vous ne le voulez pas. Mais bon, moi, je n'ai pas trouvé, mais il y en a certains, oui. Alors, c'est bien documenté, historiquement, il y a des petites pointes comme ça que vous explique. L'auteur a pris la liberté, en plus, de créer des choses qui n'existaient pas, mais qui se sont il s'est appuyé sur des choses existantes. Alors ça, c'est ce que j'adore faire aussi comme auteur, même si je suis plus chiante, puisque moi, je fais carrément des trucs vrais, hein, mais j'invente des personnages dans les vrais. Lui, il invente des personnages dans les trucs vrais, mais en mettant des faux au milieu. C'est, voilà. Donc, franchement, Goldstein, donc de Volker Kutscher, c'est le tome 3 des aventures de Geron Hart. Et là, va arriver le coup de gueule. Voilà. Alors, le coup de gueule, c'est pour les maisons d'édition. Sachant que Volker Kutscher a sorti le tome 4 en 2012, nous sommes en... Voilà, 2021, c'est bien. Le dernier, qui était le 8e opus des aventures de Geron Hart, est arrivé l'année dernière. Qu'est-ce que vous faites? Non, parce que faire 3 tomes d'une saga qui en a 8, sachant que la série Babylone-Berlin a quand même beaucoup de succès un peu partout et que c'est quand même basé sur les romans de Volker Kutscher, si vous pouviez être très aimable de faire traduire les autres tomes, hein, merci, donc ça en fait 5, si vous comptez bien, 4, 5, 6, 7 et 8, merci, voilà. Je ne peux pas les traduire pour vous parce que je suis en allemand.
Mais franchement, il y a des gens qui sont fans de Gerhard. Et voilà, alors déjà que Tony Canavano ne me pompe plus des Diane Richard, hein, que Cecil Winch de 1793 est décédé, il me reste quoi? Non, mais voilà. Donc, excusez-moi du peu. Hein. Alors, à part me retaper tous les Tony Canavano, tous les Gerhard, regarder Babylone Berlin en boucle et reprendre 1793, sachant que 94 arrive, mais qu'il n'y a plus Cecil Winch. Voilà. Vous n'allez pas me laisser seule sans commissaire charismatique, sexy et qui me sied autant, non? Non, vous êtes, non, vous regardez tout malheureux, voilà. Donc ça, c'était mes lectures du mois, voilà. Lisa va pas mieux, hein, voilà. Non, je sais, je vous le dis parce que ça va pas mieux. Notre ami Hux est en face de moi, il me regarde d'un air complètement dépité. Il est, hein, voilà, il est comme ça, il m'aura fait. C'est folle. Ma maîtresse est débile, enfin sa servante, hein, plus exactement. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé. Donc la 10e muse, les simples, loin, le poisson mouillé et Goldstein. Et voilà, donc ça, c'est les 5 livres que j'ai lus pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous en avez lu. Dites-moi si vous en avez certains qui vous intéressent, d'autres que vous avez envie de lire, certains que vous avez sûrement lus et que vous voulez qu'on en discute. On peut en discuter là ou en MP sur Instagram. Je suis plus réactive très souvent sur Instagram que là. Et on se retrouve donc pour le prochain. Alors, le prochain entre-temps, entre ce point lecture et la pile à lire de février, il y aura un petit truc de 5 minutes sur comment j'ai géré le rangement derrière. Il n'y a pas ma gueule, hein, mais il n'y a que les bouquins. Et après, il y aura la pile à lire, le haul pal de février, où il doit y avoir 6 bouquins, je crois, à peu près. Là, je vais commencer à reprendre un rythme de lecture plus soutenu, sachant mon bouquin est sorti. Donc voilà, sera sorti, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, toujours aux mesures barrières, port du masque, libre alcoolique, et puis si vous trouvez, hein, voilà. Et je vous incite à le faire. Moi, Bibi l'a fait. Hein, donc Bibi est toujours là. Vous voyez, c'est pas mort, Bibi encore. Enfin, pas encore. Hein, voilà. Donc écoutez, d'ici là, faites attention à vous. Bientôt, c'est la chandeleur. Vous allez pouvoir bouffer des crêpes si on n'est pas confiné. Hein. Mais si on est confiné, c'est pas grave. Voilà, vous achetez des œufs, de la farine, on se fera des crêpes. On se fera des crêpes parties par. Voilà. Et puis de toute façon, il y aura de la lecture. Hein. Vous verrez ma pile. Je ne saurais pas quoi. J'ai le solde aussi. Je vous mettrai le solde quelque part. Vous verrez, j'ai de quoi faire. Voilà. Allez, d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Le général Hux vous embrasse, même s'il n'en a rien à faire en ce moment. Et d'ici là, voilà, faites attention quand même. C'est pas drôle hein, ce qui nous arrive dans la gueule. Allez, à plus tard. Au revoir.